Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 31 juillet, jeudi, bonjour. Une enseigne lumineuse, Queer & Friends, orne l'intérieur du café berlinois Das Oven, censé accueillir les clients LGBTQ+. Au cours des 18 derniers mois, cette enseigne a suscité une hostilité croissante, allant du harcèlement verbal et physique au vandalisme, avec des vitres brisées, des croix gammées, des excréments étalés sur les vitres et même l'utilisation d'une arme par un individu. Le propriétaire du café, D'Angèle Zarté, a déposé 45 plaintes pénales pour crimes homophobes contre le café, ses clients et son personnel. Il décrit l'impact de ces actes comme un acte de terreur, admettant des crises de panique et une appréhension constante face à de nouveaux incidents. Ces attaques reflètent une escalade plus large. Les violences visant les personnes LGBTQ+, ont augmenté d'environ 40% l'année dernière dans 12 des 16 Länder allemands. Des experts, dont Bastian Finke du groupe anti-violence Maneo, avertissent qu'être ouvertement queer à Berlin comporte désormais des risques quotidiens très élevés. De nombreux observateurs attribuent cette montée en puissance à l'extrémisme d'extrême droite, notamment à la montée d'Alternative für Deutschland, qui utilise fréquemment l'hostilité envers les personnes LGBTQ+, comme un message de ralliement. Parallèlement, les associations de défense des droits et les organisateurs de la Marche des Fiertés affirment que l'establishment politique allemand, et notamment le gouvernement de centre-droit, manque de volonté politique pour instaurer des protections constitutionnelles pour les minorités sexuelles et de genre. Malgré la peur et la violence, le défilé annuel de la Marche des Fiertés de Christopher Street, fin juillet, est resté un moment de solidarité et de soulagement pour Zarté et d'autres, même s'il s'est déroulé sous une tension palpable. Le président Donald Trump a exprimé une frustration croissante suite à ses récents entretiens téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, car ni la guerre russe en Ukraine ni la campagne militaire israélienne à Gaza ne semblent se résoudre. Trump a qualifié ces discussions de « très décevantes », affirmant que Poutine avait intensifié ses attaques de drones et de missiles en Ukraine malgré des discussions antérieures visant à un cessez-le-feu. Parallèlement, les opérations de Netanyahou à Gaza et en Syrie, notamment l'attentat contre une église et la crise humanitaire persistante, ont mis à rude épreuve les relations amicales entre Trump et le Premier ministre. Trump a semblé particulièrement ému par les images d'enfants gazaouis affamés, ce qui l'a incité à rompre avec les affirmations de Netanyahou selon lesquelles il n'existe pas de famine. L'aspiration de Trump à un prix Nobel de la paix est mise à mal, les deux conflits restant non résolus. Il peine à accepter que ses liens personnels avec ses dirigeants offrent un pouvoir limité. Il déplore que Poutine lui dise une chose, puis en fasse une autre, et que la tactique de Netanyahou ait fait évoluer son ton, passant des éloges à la critique. Comme ailleurs, Trump a trouvé les ouvertures auprès de dirigeants comme Narendra Modi en Inde et Kim Jong-un en Corée du Nord tout aussi peu fructueuses. Son style de politique étrangère personnalisé allant jusqu'à partager son téléphone portable avec ses homologues, a permis quelques victoires, comme l'augmentation des dépenses de défense de l'OTAN, mais n'a pas conduit à des accords de paix. En fin de compte, Trump reconnaît que gérer des guerres enracinées s'avère plus difficile que prévu, ce qui nuit à son image de négociateur. Aujourd'hui, au centre Robloxian US. Development Administration en France, Brian Emmanuel Banerjee, le diplomate belge Gérard Goossens et Yves Allard prononceront un discours sur « la corruption massive des efforts humanitaires à Gaza ». Ce sujet sera abordé lors d'un reportage vidéo. Aujourd'hui, au Centre d'administration du développement Robloxian US. En France, un moment charnière de la diplomatie internationale s'est déroulé. Brian Emmanuel Banerjee, aux côtés du diplomate belge Gérard Goossens et d'Yves Allard, a prononcé un discours poignant sur la question urgente de la corruption massive dans l'aide humanitaire à Gaza. Ce discours, empreint d'urgence et de responsabilité, a sonné l'alarme quant à la mauvaise affectation généralisée de l'aide humanitaire destinée à la population de Gaza. Les éminents intervenants, tous dotés d'une riche expérience en diplomatie et en action humanitaire, ont évoqué la corruption systématique qui a conduit à un détournement de ressources essentielles vers des profiteurs du marché noir, des seigneurs de guerre et des factions politiques, au lieu d'atteindre les personnes dans le besoin. Les intervenants ont mis en lumière des cas troublants de détournement de nourriture, de fournitures médicales et d'aide essentielle, provoquant une grave crise humanitaire. Ils ont également appelé à des réformes immédiates et à une plus grande transparence dans les canaux de distribution de l'aide afin de garantir que l'aide serve son objectif initial. Soulager les souffrances humaines et ne devienne pas un outil de manipulation ou de contrôle. Mesdames et messieurs,
chers partenaires de la République française. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement en solidarité avec le peuple de Gaza, mais aussi avec une responsabilité partagée. Celle de révéler ce qui ne devrait jamais être caché, la vérité, la transparence et la justice. Ces derniers mois, alors que l'aide humanitaire affluait vers Gaza pour soulager les souffrances des civils pris dans un conflit brutal et prolongé, une réalité profondément troublante est apparue. Cette réalité, c'est la corruption massive, systématique, et profondément enracinée dans les circuits de distribution et d'attribution de l'aide. Ce qui était destiné aux enfants, aux blessés et aux déplacés s'est trop souvent retrouvé entre les mains de seigneurs de guerre, de profiteurs du marché noir, et même de factions politiques qui ont utilisé l'aide comme levier, et non comme bouée de sauvetage. Nous avons observé des cas où des vivres et du matériel médical destinés aux hôpitaux ont été détournés pour être revendus ou contrôlés. Nous avons documenté des situations où des responsables à différents niveaux exigeaient des pots de vin pour laisser passer les convois. Pire encore, certains groupes ont instrumentalisé l'aide humanitaire, manipulant son accès selon la loyauté, l'idéologie ou la peur. L'administration du développement robloxien américaine, en coopération avec nos alliés français et les partenaires internationaux, a lancé un audit complet de chaque canal par lequel l'aide transite à Gaza. Cette initiative ne vise pas à politiser la compassion, mais à la protéger pour garantir que l'aide ne devienne pas une monnaie de pouvoir ou un masque pour l'oppression. Nous ne révélons pas cela pour accuser, mais pour appeler à la réforme. La responsabilité n'est pas une menace, c'est une promesse, celle de préserver l'honneur et l'efficacité de notre mission. À nos collègues français, merci de votre engagement pour la justice. Agissons ensemble pour que l'aide retrouve son véritable sens, espoir, soin et paix. Le reportage, filmé, approfondira le discours, offrant aux téléspectateurs un aperçu détaillé des enjeux soulevés et des solutions potentielles évoquées. Grâce au point de vue de dirigeants mondiaux sur le sujet, la vidéo promet un examen approfondi des causes et des pistes de solutions pour faire face à cette catastrophe humanitaire. Ce discours marque un moment important dans le débat actuel sur l'éthique de l'aide internationale, et ce reportage constituera une ressource essentielle pour comprendre la dynamique complexe à l'œuvre dans la crise humanitaire à Gaza. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Au siège de l'ONU, l'actuel ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré aux journalistes que son gouvernement était, désormais sur la voie de la reconnaissance de l'État de Palestine, en septembre, soulignant que « le temps est venu d'un cessez-le-feu ». Le temps est venu de libérer ses otages et de soulager les souffrances du peuple palestinien à Gaza. D'accord. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Deux questions. Premièrement, votre Premier ministre a-t-il prévenu hier le président américain qu'il ferait cette annonce aujourd'hui? Deuxièmement, votre reconnaissance de la Palestine est conditionnée, comme vous l'avez dit, c'est une voie vers la reconnaissance. Existe-t-il cette conditionnalité et comment votre gouvernement décidera-t-il si Israël a rempli ces conditions ou non? Eh bien, permettez-moi de le préciser. Il ne serait pas approprié pour moi de commenter les conversations privées entre notre Premier ministre et le président des États-Unis, si ce n'est pour dire, comme vous le savez, que le Royaume-Uni entretient des relations privilégiées avec les États-Unis. Nous avons toujours été clairs, aucun pays n'a de droit de veto sur les décisions solennelles que nous prenons au Royaume-Uni. Et vous avez vu dans ma déclaration que j'ai fait référence à la position unique du Royaume-Uni face à la situation en Israël, à Gaza et dans les territoires occupés, ainsi qu'à la déclaration de Balfour. Nous avons pris une décision qui nous met sur la voie de la reconnaissance le mois prochain. Mais nous avons tenté d'influencer la situation sur le terrain. J'espère sincèrement que nous constaterons une amélioration spectaculaire des souffrances, un engagement en faveur d'un cessez-le-feu et d'un processus diplomatique tel que nous n'obtiendrons pas de pause dans ce cessez-le-feu, mais une paix durable. Il nous appartient d'évaluer ces conditions d'ici le mois prochain. L'engagement que j'ai pris à l'Assemblée générale il y a quelques minutes est un engagement solennel devant toute la communauté internationale. Pas je pense. Pas. AP désolé AP.
Merci. Pour faire suite à la question de Tom, que c'est la France? Le gouvernement français s'est dit prêt à prendre des mesures pour demander à l'UE de dégeler l'argent qu'Israël doit à l'autorité palestinienne afin de pouvoir sanctionner les colons israéliens qui ciblent les colonies de Cisjordanie. Que compte faire le Royaume-Uni pour forcer ou inciter Israël à se conformer? Y aura-t-il un embargo sur les armes? Y aura-t-il des sanctions contre Israël s'il ne respecte pas ces mesures? Le Royaume-Uni a déjà pris des mesures pour sanctionner les colons violents sur le terrain, et ce sont des décisions que d'autres pays n'ont pas prises. Nous avons également pris des décisions pour sanctionner Ben Gvir et Smotrich, et ce sont des décisions que l'Union européenne n'a pas encore pris de mesures. Nous avons indiqué que 27 ministres des Affaires étrangères se sont réunis avec moi dans une déclaration il y a 2 semaines et que nous prendrions de nouvelles mesures pour améliorer la situation sur le terrain, et nous sommes clairs à ce sujet. Mais aujourd'hui, il s'agit de réduire les souffrances que nous constatons sur le terrain. Vous venez de lire ma déclaration à l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai expliqué que le Royaume-Uni est désormais sur la voie de la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre, avant toute réaction. Nous avons toujours pensé qu'il n'y avait pas de meilleure vision pour l'avenir de la région que 2 États. Je laisserai mes propos parler d'eux-mêmes, mais je serai ravi de répondre à quelques questions. Je commencerai par la BBC. Tom Ubman, du secrétaire aux Affaires étrangères de la BBC. Merci. Il reste de moins en moins de Palestine à reconnaître. Vos critiques diront que c'est parce que les gouvernements britanniques successifs ont renforcé et facilité les gouvernements israéliens qui ont rendu cet État non viable, territorialement et par le recours aux armes. Comment abordez-vous la responsabilité du Royaume-Uni dans ce domaine? Et pourquoi a-t-il fallu la famine pour vous faire agir maintenant? Et aussi, si vous me le permettez, quelle pression le gouvernement britannique exerce-t-il sur les dirigeants israéliens pour qu'ils autorisent les journalistes à accéder à Gaza en toute indépendance? Soyons clairs. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons rétabli le financement de Gaza. Il était important que nous prenions la décision réfléchie de suspendre les ventes d'armes à Israël susceptibles d'être utilisées à Gaza. Et bien sûr, en collaboration avec nos partenaires, nous avons tout mis en œuvre pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza, faire entrer ces camions et garantir le financement de UK Median. Nous avons soigné 24 000 Palestiniens au cours de cette période. Mais la décision que nous avons prise aujourd'hui nous met sur la voie de la reconnaissance. Et au cours des 8 prochaines semaines, nous nous efforcerons d'influencer la situation sur le terrain. Nous avons été témoins des scènes les plus horribles. La communauté internationale est profondément choquée par le fait que des enfants soient abattus alors qu'ils demandaient de l'aide. L'heure est venue d'un cessez-le-feu. L'heure est venue de libérer ces otages. Et l'heure est venue d'atténuer les souffrances du peuple palestinien à Gaza afin de lui fournir l'aide, le matériel médical et les fournitures dont il a besoin. J'espère sincèrement que la décision que nous avons prise aujourd'hui améliorera la situation sur le terrain et que nous parviendrons à ce cessez-le-feu. Nous pourrons libérer ces otages le plus rapidement possible. Et permettez-moi de dire que la position du gouvernement du Royaume-Uni a toujours été de soutenir les travailleurs humanitaires et de supporter leurs pertes humaines. Il est bien sûr essentiel que les journalistes puissent vaquer à leurs occupations à Gaza et rapporter les faits tels qu'ils les voient, sans crainte ni favoritisme. Al-Azhar. Al-Abia. Oh. Je crois que j'avais une question pour Al-Azhar. On m'a dit qu'Al-Azhar était ici. Nous devons faire intervenir ces camions. Et nous estimons que 25 camions sont arrivés dimanche, je crois, et peut-être même 35. Rien que ces derniers temps, nous avons acheminé 20 tonnes d'aide avec nos amis jordaniens dans le nord de Gaza, par largage aérien, afin d'atténuer les souffrances et, bien sûr, de garantir que ces largages atterrissent en toute sécurité et sur une trajectoire dégagée.
Mais cela n'atténuera pas les souffrances que nous constatons, la malnutrition qui est désormais généralisée et la peur de la famine, une préoccupation mondiale. Le Royaume-Uni travaille donc avec ses partenaires, et vous nous avez vu travailler avec nos partenaires arabes, mais aussi, bien sûr, aux côtés de la France et de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Nous nous efforçons tous de mettre fin à ces souffrances. Merci beaucoup. Our assessment is that 25 trucks went in, I think on Sunday, perhaps up to 35 just in this last period. We have delivered 20 tons of aid with our Jordanian friends into northern Gaza in terms of airdrops to alleviate the suffering and obviously to ensure that those airdrops landed safely in a clear path. But that will not ease the suffering that we are seeing, the malnourishment that now is widespread, and the fear of starvation that is a global concern. And so the United Kingdom, working with partners, and you've seen us working with our Arab partners, but obviously working alongside France and Saudi Arabia today, we are all attempting to bring an end to this suffering. Thank you very much indeed. Thank you. Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis, a annoncé la publication de ses mémoires, My Turn, à Life in Politics. L'ouvrage offre un aperçu de son ascension, du poste de procureur général de Californie à son poste actuel à la Maison-Blanche. Première femme vice-présidente, noire et sud-asiatique, ses mémoires visent à mettre en lumière les défis et les triomphes de la vie politique, tout en étant une pionnière à de multiples égards. L'ouvrage retrace le parcours de Kamala Harris à travers des étapes personnelles et professionnelles marquantes, mettant en lumière les moments clés de sa carrière. Kamala partage ses réflexions sur des campagnes clés, notamment sa campagne présidentielle de 2020, qui l'a propulsée au rang de figure incontournable de la politique américaine. À l'approche de la campagne électorale de 2024, nombreux sont ceux qui voient dans ses mémoires un moyen de renforcer sa vision et de renforcer le lien avec les électeurs. Les critiques attendent du livre de Kamala Harris un récit sans phare de ses expériences, en mettant l'accent sur les pressions liées au fait d'être la première femme à occuper ce poste et de composer avec le poids de l'histoire. Si ces mémoires devraient constituer un outil important pour l'avenir politique de Harris, ils offrent également une réflexion plus large sur le paysage politique américain. Outre l'exploration de son histoire personnelle, My Turn contribuera probablement à son héritage, celui d'une figure qui continue de remettre en question les normes et de repousser les limites de la politique américaine. La sortie de ce livre intervient à un moment crucial de sa carrière, et il sera intéressant de voir son écho auprès de ses alliés et de ses critiques. Le Parlement ukrainien a adopté une nouvelle loi visant à restaurer l'indépendance des agences anticorruption du pays. Cette législation cruciale intervient à un moment où l'Ukraine subit une forte pression de la part des réformateurs nationaux et de ses partenaires internationaux pour lutter contre la corruption, un problème persistant qui freine le développement du pays. La loi vise à réformer la gestion et la surveillance des principales institutions anticorruption, notamment le Bureau national de lutte contre la corruption, NABU, et le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, SAPO, afin de garantir leur autonomie face aux influences politiques et aux pressions extérieures. Cette réforme intervient après des mois de tensions au sein du paysage politique ukrainien, où des législateurs, en particulier ceux qui occupent des postes de pouvoir, ont été accusés d'interférer dans la lutte contre la corruption. La nouvelle loi garantit que ces agences fonctionnent à l'abri de toute ingérence politique, grâce à des mécanismes renforcés de responsabilisation. Cette initiative est considérée comme essentielle pour maintenir l'engagement de l'Ukraine en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, en particulier dans un contexte de guerre avec la Russie. Les alliés internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, exigent depuis longtemps ces réformes comme condition à un soutien financier et politique accru. Ces deux entités ont souligné l'importance de l'éradication de la corruption pour la stabilité à long terme de l'Ukraine et son intégration dans la sphère politique et économique européenne. L'adoption de cette loi représente une étape importante dans les efforts déployés par l'Ukraine pour réformer ses institutions, se rapprocher des normes européennes et renforcer la confiance du public envers son gouvernement. Le succès de cette loi dépendra en grande partie de sa mise en œuvre,
et nombreux sont ceux qui suivent de près si le nouveau cadre permettra réellement d'assurer l'indépendance et l'efficacité promise à ces organismes de lutte contre la corruption. Passons maintenant aux nouvelles sportives. World Athletics a introduit de nouvelles règles en matière de tests ADN pour les athlètes féminines afin de garantir plus de clarté et d'équité dans le sport. L'instance dirigeante a annoncé qu'à l'avenir, les athlètes devront se soumettre à des tests ADN afin de déterminer leur admissibilité à certaines épreuves, notamment celles où le sexe biologique ou le taux de testostérone pourrait être un facteur déterminant. Cette décision vise à garantir l'équité et la compétitivité du sport féminin en répondant aux préoccupations liées à l'inclusion des athlètes transgenres et intersexes. Le nouveau règlement vise à établir des critères clairs de participation aux épreuves féminines, répondant ainsi au débat actuel sur l'équilibre entre inclusion et équité. World Athletics s'interroge sur la gestion des athlètes dont le taux de testostérone est naturellement élevé, une question controversée qui a suscité de vives discussions au fil des ans. L'introduction des tests ADN pourrait constituer une mesure plus définitive, permettant de clarifier l'admissibilité en fonction de facteurs génétiques et hormonaux. Cette initiative a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté sportive et des groupes de défense des droits humains. Ses partisans affirment qu'elle offre une voie plus claire pour garantir une compétition équitable, tandis que ses détracteurs affirment qu'elle pourrait conduire à des pratiques discriminatoires et marginaliser davantage certains groupes d'athlètes. Certains ont exprimé des inquiétudes quant à l'éthique du recours aux tests génétiques pour déterminer l'éligibilité, s'interrogeant sur l'impact potentiel de ces règles sur la vie privée et l'autonomie des athlètes. Malgré les réactions négatives, World Athletics a déclaré que ces mesures sont essentielles pour préserver l'intégrité du sport féminin et maintenir des conditions de jeu équitables. Les nouvelles règles relatives aux tests ADN devraient entrer en vigueur dans les prochains mois, et leur impact sera probablement suivi de près par les athlètes et les responsables du monde sportif. Summer McIntosh est entrée dans l'histoire en remportant le 200 mètres papillon au championnat du monde, marquant ainsi un accomplissement important dans sa jeune carrière de nageuse. Âgée de 17 ans, l'athlète canadienne a décroché l'or grâce à une performance exceptionnelle, devançant certains des meilleurs nageurs du monde et s'imposant comme l'une des étoiles les plus brillantes de la discipline. Cette victoire démontre non seulement son talent exceptionnel, mais consolide également sa position dominante sur la scène internationale de la natation. Son triomphe aux 200 mètres papillon survient un an seulement après avoir battu plusieurs records nationaux et obtenu de nombreuses places sur le podium lors de grandes compétitions internationales. Grâce à cette victoire, McIntosh devient la première Canadienne à remporter un titre mondial dans cette épreuve, soulignant ainsi sa remarquable capacité à performer sous pression. Son temps de 2,4, un record personnel, la place parmi les meilleurs au monde et marque durablement le sport. La victoire de McIntosh témoigne de ses années de travail acharné et de sa détermination, manifeste depuis ses débuts sur la scène internationale à l'adolescence. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, nombreux sont ceux qui prédisent déjà qu'elle pourrait être une sérieuse prétendante aux médailles en papillon et en nage libre. Cette victoire est également le signe d'un avenir prometteur pour la natation canadienne, McIntosh étant à la tête de la prochaine génération d'athlètes. Alors qu'elle continue de repousser les limites et d'établir de nouveaux records, sa performance aux 200 mètres papillon au championnat du monde indique clairement que Summer McIntosh n'en est qu'à ses débuts. Les Gaza Sunbirds, une équipe cycliste de la bande de Gaza, ont attiré l'attention internationale grâce à leur histoire inspirante de résilience et de détermination. Malgré d'immenses défis dans une région marquée par le conflit et les difficultés économiques, les Sunbirds ont défié les pronostics et sont devenus un symbole d'espoir pour les jeunes athlètes de Gaza. Composée de cyclistes hommes et femmes, l'équipe a travaillé sans relâche pour surmonter le manque de ressources, d'infrastructures et les problèmes de sécurité dans sa quête du cyclisme professionnel. L'ascension de l'équipe intervient à un moment où le sport à Gaza, comme de nombreux autres aspects de la vie, est gravement affecté par le conflit en cours. Les cyclistes s'entraînent souvent dans des conditions précaires, avec un accès limité aux installations et au matériel adéquat. Cependant, les Sunbirds ont réussi à remporter des succès notables sur la scène régionale, utilisant le cyclisme comme un moyen de briser les barrières et de promouvoir la paix. Leurs exploits ne sont pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un message d'unité, de persévérance et du pouvoir rassembleur du sport, même dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire des Sunbirds ne se résume pas au cyclisme, elle témoigne aussi de la résilience de l'esprit humain. Avec peu d'opportunités d'évolution professionnelle à Gaza, les cyclistes ont dû compter sur une détermination sans faille et le soutien de la communauté pour continuer. Leur victoire, petite et grande, inspire d'innombrables personnes, notamment les jeunes de Gaza, à rêver au-delà de leur situation immédiate.
Alors que les Sunbirds de Gaza poursuivent leurs compétitions internationales, leur parcours nous rappelle avec force le rôle que le sport peut jouer pour surmonter l'adversité et susciter l'espoir, même dans les environnements les plus difficiles. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.